Magazine Synopsis et magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. L'espace littéraire congolais vient d'être enrichi par l'ouvrage de Monsieur Corneille Mulumba intitulé Piliers et dynamique pour un grand Congo, un livre qui pose des questions questionnantes sur la crise qui gangrène le pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à nos jours. La méthode suggérée dans ces livres est l'autocritique. En parlant de l'autocritique, l'auteur cherche à accélérer la prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie meilleures à son développement, à son édification et à son épanouissement pour l'Afrique. Bonsoir, Monsieur Corneille Mulumba. Bonsoir, Eddy. Monsieur Corneille Mulumba, d'entrée de jeu, quels sont les mobiles qui vous ont poussé à rédiger un tel livre? Mais la raison principale est simple à comprendre. Nous avons commencé l'action qui a conduit à l'UDPS en 1980. Nous avons créé l'UDPS en 1982. Ça veut dire que ça fait 42 ans que nous avons mené ce combat politique. En 42 ans, nous avons observé pas mal de choses. Nous avons compris pourquoi est-ce que notre pays ne progresse pas. Quels sont les manœuvres, quels sont les jeux, les enjeux, quels sont les pièges qui nous sont tendus que nous ne parvenons pas à surmonter. Tous ces éléments, en fait, nous ont enrichis et ont éclairé notre esprit pour que on se dise, nous devons mettre cela par écrit. Puisque c'est une action qui vise à améliorer les conditions de vie des Congolais et à développer ce pays, alors il faut le mettre par écrit de telle sorte que ce soit ce gouvernement ou d'autres qui vont suivre pourront toujours s'y référer, s'enrichir et tirer parti de notre combat et de notre sacrifice que nous avons enduré. Il en a beaucoup fallu. Mais selon vous, quelles sont les crises qui gangrènent réellement le pays? Non, je pense que le problème essentiel pour notre pays, c'est un problème de leadership. Parce que Dieu nous a gâtés, il nous a tout donné, le sol et le sous-sol, mais aussi une grande force, une grande population, un grand pays. Alors, pour quelle raison dans un pays comme celui-là, avec les minéraux les plus recherchés au monde, nous n'arrivons pas à avoir une monnaie dont la valeur déborde le cadre de notre pays? Avec un pays qui est à construire, comment se fait-il que 80% de nos jeunes sont au chômage? Avec un sol, un sous-sol et un climat formidable, nos compatriotes, excusez-moi l'expression, crèvent encore de faim. Alors tout ça nous a amené à nous dire, mais où est le problème? Où est le problème? Le leadership congolais, trop fragile pour le moment, trop faible et contrôlé pratiquement sur l'extérieur qui dicte la volonté, et l'extérieur dont nous ne partageons pas les intérêts, cherche à maintenir, à doter notre pays de dirigeants qui, eux, peuvent contrôler pour imposer leur volonté. Faudra-t-il admettre, selon M. Corneille Mulumba, que le Congo, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, souffre d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays? Ce n'est pas seulement la question d'un homme, un leader. Je parle de leadership. Et quand vous parlez de leader ou de leadership, vous faites allusion à qui finalement? Vous prenez, remontons le temps, quelqu'un comme Lumumba, oui, un patriote convaincu et déterminé, qui met les intérêts de son pays au-dessus de tout. Nos ennemis, ou ceux qui ont intérêt à nous maintenir le nez sous l'eau, ont vu que cet homme est dangereux, on l'a éliminé. Et ils ont installé au pouvoir le maréchal Mobutu. Pendant 32 ans, ils ont eu tous les avantages. Ils ont maté les Congolais. Lorsque, en 1997, un Congolais pur souche, aussi un patriote déterminé nationaliste dans la personne de M. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, vous voyez en combien de temps qu'on lui a fait la guerre et on l'a éliminé physiquement. Arrive le jeune Kabila, 29 ans, pas d'expérience, et vous vous souvenez de ce que lui, Michel et autres venaient ici, faisaient la pluie, le beau temps, comme on dit. Quand il a ouvert les yeux, qu'il a commencé à prendre des décisions qui vont dans le sens justement de relever notre pays, on a commencé à lui faire la guerre d'une manière ou d'une autre.
pour qu'ils ne puissent pas continuer. Et à partir de ce moment-là, on nous a neutralisés. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr un leader déterminé, mais il faut une population mobilisée, il faut des grandes formations politiques, des grandes plateformes politiques qui peuvent soutenir les idées ou les hommes qui sont en commande du pays. Et à ce niveau-là qu'il y a des carences, les Congolais n'ont pas encore beaucoup de... Oh, ce matin, il y avait une manifestation pour soutenir la... Un exemple, hein, soutenir l'armée et la solidarité avec le Kivu, le Nord Kivu. Imaginons qu'au lieu de ça, un ou deux petits groupes qui mobilisent quelques centaines de personnes pour aller manifester, que les Kinois, pour parler de Kinshasa, ayant compris l'importance du geste, de cette action, se mobilisent, nous sommes à peu près 12 ou 13 millions de Kinois, je pense, et que 10% de cette population, c'est-à-dire 1 million un peu plus de Congolais, quittent Cité Verte là-bas, d'autres quittent le Tchangou, tous viennent vers Kinshasa pour se rassembler ici. Ça veut dire que vous auriez 1 million de Congolais sur la route. Je vous assure que le monde entier aura compris alors que, attention, les Congolais sont maintenant debout, faisons attention, allons-y mollo. Sinon, alors, on joue avec le Kagame comme on joue avec lui, il peut venir chez nous, on l'arme, on le finance, ainsi de suite. Donc, le problème pour moi, c'est quoi? C'est d'une part le leadership et aussi une mobilisation. Qu'on ait des vrais partis politiques, pas de mouvements de soutien à des individus. Mais c'est Corneille Mulumba, pourquoi malgré, je dirais, nos ressources minières, parmi les plus recherchées du monde, en fait, la valeur du franc congolais ne franchit même pas nos frontières? Mais nous suivions récemment le dernier budget. Oui. Il y a un député qui avait posé la question, si je me souviens bien, mais comment se fait-il que dans le budget, là, où est la part de l'or? Nous sommes un pays producteur d'or. Oui. Où est la part de l'or dans tout ça? Le ministre n'avait pratiquement rien à dire. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'aujourd'hui, notre pays est systématiquement pillé. Nos minéraux sont pillés. S'ils sont pillés, alors ils n'intègrent pas l'économie nationale, ils ne nous aident pas. Nous n'avons pas de pouvoir en réalité. Observez à quel point nous n'avons pas de pouvoir en réalité. Lorsque il y a eu des initiatives, il faut dire que, écoutez, maintenant, on va faire autrement. Au lieu de parler argent, nous allons faire le troc avec nos minéraux. Avec nos minéraux, on ne cherche pas contre de l'argent, mais on va construire des infrastructures. Il est génial, cette année. Mais vous avez vu comment est-ce qu'on nous a empêché de faire cela et aucune voix de Congolais ne s'est levée pratiquement. Oui. On se souvient de ce que les Sarkozy sont venus chez d'autres pour nous dire de ne pas continuer sur cette voie-là, de partager nos ressources avec d'autres pays voisins, comme si eux partagent leurs ressources avec leurs voisins. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'être capable de décider nous-mêmes pour nous, c'est de l'autodétermination. Et ça s'arrache, aucun pays au monde ne le donnera. Et ça, c'est les partis politiques puissants, les grandes coalitions politiques peuvent arriver à arracher ça, à contraindre les dirigeants, même à les sécuriser pour qu'ils ne soient pas fragilisés par des pressions extérieures ou la corruption. Mais c'est Corneille Mulumba, vous ne voyez pas qu'il y a un certain nombre d'éléments qui paraissent déterminer nos malheurs aujourd'hui. Il y a d'une part l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. Il y a de l'autre côté aussi la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais vous ne voyez pas que ces deux facteurs expliquent de multiples ingérences dans nos affaires depuis 1960 jusqu'à ce jour. Oui. Est-ce que la faute doit être incombée aux partis politiques? Oui, mais non, mais attendez. Si dans votre maison vous avez des bijoux en or, qu'est-ce que vous faites? Vous sécurisez, n'est-ce pas? Vous sécurisez. Nous avons ces richesses-là. Il nous appartient de nous sécuriser, de sécuriser notre pays, de sécuriser tout cela. Mais un pays comme la Corée du Nord, oui, à peu près 25 millions d'habitants, n'est-ce pas? Ils ont 1 250 000 soldats, plus à peu près plus de 5 millions de réservistes. La RDC, la grande RDC, a moins de 150 000 militaires. C'est un non-sens. Comment voulez-vous sécuriser un tel pays avec... La RDC devrait avoir une armée de au moins 3 millions de soldats, au moins 5 à 10 millions de réservistes. Nous avons la population, nous avons la jeunesse. Si vous prenez toutes les populations des pays voisins, oui, vous totalisez, vous verrez qu'il ne dépasse pas en population notre pays, la RDC. Donc, je veux dire que nous avons des initiatives à prendre pour sortir notre pays de là. Et
C'est ça la question. Et quelles sont ces initiatives finalement? Mais commençons par ce que je viens de dire. Oui. Mais notre armée là, faisons en sorte que recrutons, ayons une armée de 2 millions, 3 millions de soldats. Déjà ça nous pouvons le faire. Et la montée en puissance de nos FARDC actuellement ne disent absolument rien. Mais c'est insuffisant pour un pays comme la RDC. Nous avons des minéraux, n'est-ce pas? Oui. Parmi les plus recherchés. Mais troquons nos minéraux contre des armes les plus sophistiquées. Nous avons un centre de formation de commando à Kotakoli. Mais pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas cette forme? Combien de commandos nous formons par mois? Nous avions un centre de parachutistes. Combien de parachutistes nous formons par mois? Au contraire, nous passons le temps à aller demander aux Kenyans de venir, à des Ougandais de venir. Ce qui est une aberration la plus totale. Donc moi je pense que, et quand vous voulez prendre ces initiatives-là, vous allez débarquer sur les Américains pour dire non, ne faites pas ça. Mais s'ils viennent, c'est dans le cadre de l'assistance militaire. L'assistance militaire, c'est réellement une expression politique. On peut ou n'est pas accepter. Si on l'accepte, c'est pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Comment vous acceptez l'assistance militaire des Américains, oui, n'est-ce pas, pendant que vous savez que ce sont eux qui financent le Rwanda, qui financent l'Ouganda, qui financent la MONUSCO contre vous. Et ces gens, pareil, peuvent venir chez vous pour vous apporter l'assistance militaire, c'est-à-dire c'est faire harakiri? Non. Pour le moment, prenons, la RDC a tout à fait les moyens en hommes et nous pouvons procurer les armes nécessaires pour nous... La RDC a beaucoup de moyens, mais le pays a beaucoup de priorités aussi. Oui. La priorité n'est pas seulement ce que vous dites. La priorité, c'est aussi répondre aux besoins les plus primaires de la population, qui sont la famine, les hôpitaux, bien sûr, les écoles. Tout à fait. Mais je vous dis ceci, la famine. Oui. Les Congolais doivent savoir que tout ce qui se produit comme nourriture dans le monde peut être produit en RDC. Que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage, peut être produit ici. Et nous avons suffisamment d'eau, de rivières, de lacs, tout ce que vous voulez pour produire les poissons nécessaires. Donc, en réalité, le problème ne se pose pas. Un Congolais ne peut pas avoir faim. Ne peut pas avoir faim. Un Congolais ne peut pas être au chômage parce que nous avons tout un pays à construire. Nous devions importer des travailleurs. Vous parlez de priorité, mais oui, j'en parle dans le livre aussi. Oui. Mais on estime, on évalue à peu près à 18 000 milliards de dollars les réserves des pays pétroliers. Mais on évalue aussi à 24 000 milliards de dollars, alors que pour le moment on a exploré que moins de 40% de nos réserves dans tous les secteurs. C'est-à-dire que nous avons un potentiel considérable. Et que si nous faisons mettre ce potentiel, nous pouvons négocier, et puis surtout, mais nous avons une monnaie, le franc congolais, que nous produisons nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous avons le dollar sur le marché congolais? Nous devions interdire la circulation de dollar sur le marché. Alors, pour payer les gens, on doit attendre d'avoir des dollars que nous ne produisons pas. Les ministres, les ceci, les cela sont payés avec des dollars, les députés payent en dollars. On ne doit pas payer en dollars, on doit payer en francs congolais. Quelqu'un qui vient avec des dollars devrait, à l'aéroport, se libérer de ces, mettre en banque. Alors, avec notre argent, on aurait de quoi payer, donner du crédit aux agriculteurs qui peuvent produire et payer les gens qui vont acheter les produits de ces agriculteurs. Nous devenons maîtres de notre économie. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Tout est en dollars. Observez, vous allez voir, tout est en dollars. Ça n'a aucun sens. Mais c'est Corneille Moulouba. La plupart des gens qui ont fait des analyses sur les problèmes inhérents de la débâcle congolaise se sont limités à une seule sphère étatique, en dénonçant l'État et la mauvaise gouvernance. Mais vous oubliez que les spécificités culturelles restent aujourd'hui aussi des véritables pesanteurs qui existent entre l'État et la société. Non, je pense que nous avons un problème de l'État, effectivement, oui, et c'est de ses animateurs. Observez, nous avons un Parlement, nous avons une Assemblée nationale. Oui. Observez comment ils travaillent. Le Congo-Brazzaville vient de céder, le président Sassou Nguesso vient de céder au Rwanda. Le Rwanda qui nous fait la guerre, à l'Est. 120 000 km² de terre, ici, de l'autre côté du fleuve Congo, à Maluku. C'est du côté Congo-Brazzaville. Mais entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, il y a juste
À Maloukoula, vous avez juste le fleuve. En d'autres termes, en moins de 3 minutes, vos ennemis peuvent entrer dans la capitale. En 3-4 minutes. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement congolais, le Parlement congolais, le président de la République, le Premier ministre dire quelque chose? Alors qu'il devrait y avoir une protestation parce qu'on nous insécurise. Alors, on risque maintenant d'avoir la guerre. Et à Kinshasa, pendant qu'on est occupé ici, les troupes rwandaises, ougandaises, je veux dire, kenyanes, nous attaquent à l'Est. Vous comprenez un peu ça? Mais le gouvernement congolais doit se baser aux faits, sur le plan fait. Il n'existe pas encore une guerre dans cette partie. N'est-ce pas? À ce moment-là, vous ne voyez pas que peut-être vous pouvez pousser le gouvernement à envisager, mais on ne doit pas s'atteler à envisager de il y a une raison de bon sens. Il y a une priorité aujourd'hui, c'est la guerre à l'Est. Oui, mais maintenant la guerre va être à Kinshasa. Ce sera plus grave encore parce que... Là, c'est selon Corneille Moulumba. Mais si vous prenez Maloukou de l'autre côté, oui, vous avez le fleuve à traverser, vous êtes à quelques pas de Kanchachi, de la résidence du président de la République. À quelques pas. Le Rwanda nous fait la guerre depuis 20 ans. Comment pouvons-nous tolérer qu'ils achètent de terre 120 km² juste de l'autre côté à Maloukou? Ça n'a aucun sens. Donc là, ils peuvent atterrir, ils peuvent sortir de militaires. Et gardez à l'esprit que le Rwanda et l'Ouganda accueillent tous les deux des réfugiés, entre guillemets. Réfugiés venant de l'Afghanistan. Mais qui sont-ils? Ce sont des militaires que les Américains avaient formés pendant qu'ils occupaient l'Afghanistan. Ces militaires ne sont pas retournés, ne peuvent pas entrer aux États-Unis, ne peuvent pas entrer en Europe. Ils vont où? Ils vont jouer le jeu. Mais ne soyons pas distraits. Mais apparemment, c'est comme si vous niez les efforts fournis par le gouvernement face à cette guerre d'agression que nous a infligé la République rwandaise. Ce qui se passe actuellement, M. Corneille Moulumba, ne vous disent rien. Non, moi je vous dis ceci, nous sommes distraits. Quand vous menez... Distraits à quel niveau? Je m'explique. Quand vous menez la guerre, oui, la première chose c'est que vous puissiez au moins identifier contre qui vous vous battez. Qui vous fait la guerre? Parce que si vous n'identifiez pas qui vous fait la guerre, alors vous allez dilapider vos munitions en tirant en l'air. Mais c'est connu, c'est connu, mais c'est connu. Qu'est-ce qui est connu? Les Rwandais, ce sont les Rwandais qui nous font la guerre. Tant que vous vous limiterez au Codeco, l'ADF, FDLR et Rwanda, vous tapez à côté, vous gaspillez les munitions. Ce sont les États-Unis d'Amérique qu'il faut les montrer du doigt. Les États-Unis d'Amérique, leurs alliés européens et les MONUSCO là, je veux dire qu'ils nous font la guerre, et les ministres nationaux qui nous font la guerre. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous partons perdants. La base logistique de la MONUSCO n'est pas en RDC, elle est en Ouganda. L'Ouganda nous a fait la guerre avec le Rwanda. Et c'est là que le premier qui a accueilli les réfugiés, entre guillemets, afghans, c'est l'Ouganda. Mais s'il vous plaît, c'est trop important cette affaire, parce que c'est ça qui va nous faire perdre. Alors, on a accumulé ça dans l'est de notre pays, plus les Kenyans, n'est-ce pas, qui sont là. Et maintenant, on vient ouvrir le feu ici à Kinshasa. On peut entrer à tout moment, 100 km c'est beaucoup, hein. On peut faire ici à Maloukou, c'est combien? C'est 80 km, hein, n'est-ce pas? Donc, à plusieurs points, on peut faire entrer des milliers de troupes discrètement en civil ou comme de pêcheurs, et on met en insécurité notre pays. Vous savez pourquoi il y a guerre en Ukraine? C'est parce que pour les Russes, ils ont dit il n'est pas question que l'Ukraine intègre l'OTAN. L'Ukraine doit rester neutre, c'est pour notre sécurité. Et puis les Occidentaux ont dit que non, l'Ukraine est libre. En réalité, elle veut pour que l'Ukraine intègre l'OTAN. Les Russes ont senti la menace, ils ont attaqué. C'est la même chose. Il devrait y avoir au moins une grande protestation des députés, des sénateurs, du gouvernement, du président de la République, même du Premier ministre des Affaires étrangères. Il n'y a rien eu. C'est ça que quelque part on dit mais ils sont inconscients, c'est pas possible. Mais c'est Corneille Moulumba, faudra-t-il admettre aujourd'hui que les Congo, notre pays, face à une telle réalité, a encore un long chemin à parcourir avant de se prononcer aux problèmes liés au bien-être de sa population et également au bien-être, surtout, de cette population qui vit la guerre du jour au jour à l'est de la République démocratique du Congo. Le plus long chemin commence par le premier pas. La question est qu'est-ce que nous décidons aujourd'hui et maintenant? Comme disait le latin, hic et nunc. Maintenant, qu'est-ce que nous décidons? Maintenant même, le chef de l'État a décidé
ou soit qu'il y ait une paix totale ou une guerre totale. Ça, c'est pas une décision. Mais c'est ça. Ça, ce n'est pas une décision. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est un discours qui peut distraire les gens. C'est pas ça la décision. La décision, c'est quoi? C'est de dire, je viens de dire, nous avons décidé aujourd'hui que dans 3 mois, nous devons avoir 20 000, 30 000 commandos formés à la chose à Kotakoli. Nous avons décidé que dans 2 mois ou 3 mois, nous devons former... Excusez-moi. De tout ce que vous venez d'énumérer là, n'est pas l'apanage nous devons décider, du chef de l'État. C'est ça qu'on entend qu'ils viennent décider qu'avant 2 mois, nous devons avoir formé autant de parachutistes. Qu'à partir d'aujourd'hui, par mois, nous recrutons autant de jeunes pour l'armée. À partir de maintenant, nous cherchons à travers le monde des formateurs, des instructeurs des pays qui ont mené la guerre, qui ont fait la guérilla en Colombie ou ailleurs, pour venir nous aider à former les choses. À partir de maintenant, nous cherchons des négociations avec des pays qui ont des satellites pour nous aider à surveiller notre territoire. Des décisions qui peuvent dire aux Congolais que maintenant ça va changer. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Vous avez posé un certain nombre de questions. Et ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est du fait que vous avez posé la question de savoir comment expliquer que, disposant d'un potentiel hydraulique et hydroélectrique enviable et d'un ensoleillement plutôt permanent, les Congolais continuent à vivre dans l'obscurité et il manque même de l'eau potable. Qu'en dites-vous? Mais dites-moi un peu, nous sommes à Kinshasa. Nous vivons tous les jours de coupures permanentes, presque tous les jours du courant électrique. Le Katanga, les mines de choses reçoivent du courant d'Inga. Est-ce que la RDC, avec son fleuve, avec ses affluents tout le long, est-ce qu'on ne peut pas avoir des barrages dans toutes les provinces pratiquement, des petits barrages pour les besoins de la province? Nous sommes dans un pays où il y a le soleil toute l'année. Qu'est-ce qu'on fait pour développer le courant, l'électricité photovoltaïque dans nos provinces, pour que les gens aient le courant? Allez dans le monde d'aujourd'hui, si on n'a pas de courant, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'internet. Donc quelqu'un qui termine les humanités, ici chez nous, il peut être du même niveau que celui qui termine l'université, peut être du même niveau que celui qui termine l'école primaire ailleurs, parce que tout est maintenant dans l'ordinateur, on apprend là-bas. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous transformons, puisque nous savons que maintenant l'énergie c'est le courant électrique? Nous ne faisons rien. Alors comment expliquer que nous savons le plus grand barrage du monde pratiquement, dans la capitale, à quelques kilomètres d'ici, on n'a pas de courant électrique? C'est une aberration totale. Mais il y a des décisions à prendre. Excusez-moi, oui. Qu'est-ce qui nous empêche de troquer nos minéraux? La Chine a construit pratiquement le plus grand barrage du monde de Trogos. Qu'est-ce qui nous empêche de troquer nos minéraux contre la construction de barrages dans son territoire national? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas un chemin de fer? Depuis l'indépendance qu'aujourd'hui, nous avons construit combien de mètres de chemin de fer, alors que nous avons plein de jeunes qui chôment? Pour quelles raisons? Parce qu'on doit le payer en dollars. Mais c'est qu'on a Moulumba. Face à ces problèmes, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir quels sont les problèmes insolubles qui sont à la base de l'eau et de l'électricité en République démocratique du Congo. Mais il n'y a aucun problème insoluble. La persistance de ces problèmes traduisent-ils cette mauvaise volonté politique de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut à la tête de la régie des eaux et de la SNEL? Si nous ramenons le problème à la régie des eaux et à la SNEL, on doit le ramener aussi au transport, on doit le ramener aux soins médicaux, à tous les domaines. La décision politique, si nous voulons prendre des leadership politique, de clairvoyance et aussi des mobilisations. Mais s'il vous plaît, quand vous parlez de la décision politique et d'un leadership clairvoyant, vous faites allusion à quoi finalement? Je vous montre un exemple pour être plus pragmatique. Je m'avais présenté comme un cofondateur de l'UDPS. Oui. Et pendant 42 ans, nous nous battons pour que les choses changent dans ce pays. Oui. N'est-ce pas? Parce que nous disons que nous disposons de tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que les choses puissent changer dans le pays. Un membre de l'UDPS devient président de la République. Son premier réflexe, c'est de couper les ponts avec tous ceux qui sont battus à l'UDPS pour l'UDPS. Donc ceux qui ont montré
le courage, la détermination de couper le pont avec tout ce monde-là et de faire venir des gens, on ne sait pas d'où, et aussitôt arrivé, vous écoutez les informations, c'est aujourd'hui de scandale en scandale, on a détourné 130 millions ici, 50 millions là-bas, 400 millions ici, 300 millions ici. Est-ce que nous nous sommes battus pour ça? Nous nous sommes battus. Vous savez, le Congo ne manque pas de grosses têtes, n'est-ce pas, de grands professeurs d'université et tout ça. Le problème c'est lequel? C'est pour allier à la fois la compétence et le patriotisme, avoir des patriotes. Vous êtes ministre, on vient vous proposer de l'argent, des maisons, de ce que vous voulez en Europe ailleurs. Vous dites, monsieur, repartez avec votre salaire, je n'ai pas besoin de ça. Je ne me suis pas battu pour l'argent. Vous comprenez un peu le problème. Donc, c'est-à-dire que, c'est ça. Vous avez dit un passage de pouvoir. Vous faites quoi? Est-ce que vous rassemblez autour de vous des têtes pensantes de votre parti ou du pays pour voir maintenant qu'est-ce que nous faisons ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ou vous dites maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir et je décide ce que je veux quand je veux. Et tout le monde exécute. Le problème est là, c'est valable. Mais c'est Corneille Moulumba. Là, le Bablé, c'est du fait aussi que l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est une grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions internes. Votre cas nous en duplice. Monsieur, non, c'est pas une dissension interne. J'entends l'UDPS est au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS n'a jamais été au pouvoir. Oh. Monsieur Tshilombo Tshisekedi est président de la République. Il est l'émanation de quel parti politique? Attendez. Répondez-moi. Je vous réponds, non? Oui. Il est président de la République avec nos défenses les plus humbles. Hein, nous sommes là pour ça, n'est-ce pas? Avec nos hommages les plus différents, comme on peut employer la formule classique. Mais en quoi est-ce que nous qui nous sommes battus pour l'UDPS, pour changer, nous nous reconnaissons ce qui se passe? Vous voyez comment la misère continue alors qu'il y a des décisions à prendre, nous ne les prenons pas. Voilà comment on nous agresse alors qu'il y a des décisions à prendre sur le plan militaire ou autre, alors qu'on ne les prend pas. Comment voulez-vous, économiquement, je vous pose la question. Depuis 3 années, les gens qu'on a alignés pour être députés de l'UDPS à l'Assemblée nationale, vous avez entendu quelle proposition de loi au gouvernement, quel projet de loi. Alors que quand vous êtes battu pendant autant d'années, vous êtes censé avoir accumulé dans vos bagages des propositions de loi, de réformes essentielles. Des réformes qui, en très peu de temps, la population retrouve l'espoir. Parce qu'on ne vous demande pas, comme j'ai entendu, voilà, est-ce que vous voulez qu'il fasse tout en 3 ans? Non, on ne vous demande pas de faire tout en 3 ans. On vous demande de planter pour que qu'on ait à manger. Je vous assure qu'il y a des propositions de loi des membres de l'IDPS qui sont députés à l'Assemblée nationale, qui peut-être n'est pas encore examiné au niveau de la plénière, mais c'est dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Mais ils ont déposé quand même. C'est ça. Vous avez un président de la République, vous êtes au Parlement, n'est-ce pas? Vous proposez des lois. Il reste 1 an et demi, il reste 1 an et demi. Vous annoncez que vous êtes candidat président de la République, n'est-ce pas? Et ces réformes, on va en débattre un jour, n'est-ce pas? Alors, en quoi est-ce que la population peut espérer? Or, une population désespérée, c'est très dangereux. C'est ce que nous vivons au Kasaï avec des populations qui sont désespérées, que vous voyez plus les trains qui vont aller au Katanga ou ailleurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que on est censé au moins, vous êtes censé au moins donner l'espoir. Quand la population a l'espoir, si vous voulez manger du maïs, dans 4 mois, il faut le planter aujourd'hui. La question est, qu'est-ce que nous plantons aujourd'hui pour réduire la pauvreté? Qu'est-ce que nous plantons aujourd'hui pour que les Congolais aient à manger? Qu'est-ce que nous plantons aujourd'hui pour que les Congolais puissent, la paix et la sécurité puissent venir ici? Qu'est-ce que nous plantons aujourd'hui pour que l'économie puisse se redresser? Qu'est-ce que nous plantons aujourd'hui pour notre économie, pour notre secteur minier? Qu'est-ce que nous plantons aujourd'hui pour le secteur agro-pastoral? On peut manger quoi? Dites-moi un peu, si tu parles un peu de projet, il y a eu 100 jours, 400 millions de dollars. Imaginons que ces 100 jours soient donnés à la Banque du Crédit Agricole pour donner des crédits à des agriculteurs congolais. Supposons que ces 400 millions soient donnés à la SOFIDE pour donner à des jeunes qui veulent créer de petites entreprises. On verrait le changement. On verrait le changement. Alors on va là-bas. Imaginez, on a bien construit les sauts de mouton. Bravo, félicitations. Imaginez qu'au lieu de ça, on ait fait une route qui part dans Maluku, qui longe le fleuve. Mais c'est qu'on est un peu. Mais c'est qu'on est Mumba. Mais il y a des dossiers sur
l'agro-pastoral, tel que vous venez de le dire là, mais qui sont au niveau de la justice, les cas de la débâcle de Bokang Alonso. Vous comprenez? Oui, c'est un dossier qui se trouve en justice. Oui, c'était pour renforcer les secteurs de l'agriculture dans notre pays. Oui, mais à cause du détournement, tout est foutu en moule. Et l'actuel régime fournit de quoi pour essayer de voir clair sur ces dossiers. Mais pourquoi vous niez le fait selon lequel ils fournissent quelque chose pour ne serait-ce que l'émergence de la je vous dis qu'il reste, et ainsi de suite. Pour le moment, oui. On met tout sur le dos de l'UDPS. L'UDPS c'est pouvoir. L'UDPS est incapable. L'UDPS c'est l'UDPS là. Je leur ai dit, mes chers compatriotes, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Attendez, l'UDPS ne travaille pas seul. C'est ça aussi. Non, d'accord, mais alors, comme disent, parce que quand on fait une coalition comme l'Union sacrée, ça veut dire que les différents partis politiques viennent avec leur programme de gouvernement, qu'on négocie et qu'on dégage un compromis qui va gérer ensemble, que nous allons gérer ensemble maintenant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a cette négociation, parce qu'on a dit, quand on pose la question de l'Union sacrée, c'est quoi? On dit que c'est la vision du chef de l'État. Et quand on pose la question, c'est quoi la vision du chef de l'État, on vous répond que c'est l'Union sacrée. Alors, où est le programme qui nous permet de changer concrètement? Il n'y en a pas. Alors, s'il n'y en a pas, on peut compter comme ça. Il reste moins d'un an et demi. Il reste moins d'un an et demi. Est-ce que vous vous rendez compte? La dernière année, généralement, l'électorale. Donc, et alors, il reste 6 mois. Il reste 6 mois. Vous voulez faire quoi en 6 mois? On a dilapidé un capital considérable. Et je voudrais vraiment que les gens sachent que l'UDPS n'est pas au pouvoir et que la vision de l'UDPS... Mais pourquoi dire ça? Mais c'est important de le dire, parce que sinon, on va nous faire endosser tout ce qui est en train de se passer, alors que nous ne soutenons pas ce qui est en train de se passer. Et l'actuel président est l'émanation de quel parti politique? Mais il est le président de la République, avec tous les respects. Il est mais ce qu'il fait n'est pas... Oh. Mais si nous comment est-ce qu'on doit endosser au bout de 3 ans et demi, parlez-moi des initiatives dans lesquelles le Congrès peut se reconnaître dans le cadre de changement de leurs conditions de vie. Si ce n'est pas le cas, alors nous devons changer. Mais ce n'est pas par le coup d'une baguette magique qu'on peut changer la vie des Congolais. Oui. On peut avoir 50 ans sans rien changer non plus. Je me répète, le problème qui est là, c'est le problème de s'aimer aujourd'hui pour récolter demain. Alors, qu'est-ce qu'on a sémé aujourd'hui pour récolter demain? On s'est battu pour que la MONUSCO puisse quitter ce pays, puisque la MONUSCO travaille contre les intérêts du pays. Le président sortant, il est l'ancien président du haut de la tribune de la MONUSCO, il a demandé que la MONUSCO puisse partir. Et le nouveau président a demandé que la MONUSCO puisse rester. Or, la MONUSCO est une armée étrangère. Nous ne contrôlons pas son armement, il n'a pas savoir de logistique chez nous. Alors, comment voulez-vous que nous ayons sur ce Congolais de troupes étrangères que nous ne contrôlons pas? Voilà des exemples très concrets. La question, c'est quelles sont les initiatives que nous avons prises sur le plan de renforcement de notre armée? Quelles sont les initiatives? Le président parlait de lutter contre la pauvreté. Très bien. Quels sont les projets concrets pour lutter contre la pauvreté dans notre pays? Il y a ou quoi? Le chômage. Oui, on a parlé qu'on doit remplacer le sous-sol par le sol. Mais très bien, très bien. Alors concrètement, on fait quoi? On a fait quoi? C'est créer des entreprises, c'est le crédit. Créer des emplois, c'est les entreprises. Créer des entreprises, c'est le crédit. Quelles initiatives on a pu mettre sur pied? Il y a combien? Est-ce que nous avons créé une seule banque congolaise? Mais c'est Corneille Moulumba. Vous oubliez que l'État a 3 modes de financement. Il y a les taxes et les impôts, il y a l'endettement ainsi que la planche à billets. Oui. Mais aujourd'hui là, ce qui se passe à travers d'abord les taxes à impôts qui a donné place ou lié à la performance au niveau de la DGI et de la DGRAD, ça ne vous dit absolument rien. L'endettement, on s'est endetté pour ne serait-ce que résoudre ces problèmes de l'enseignement à travers la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Maintenant tout ça, ce sont des efforts considérables qui peuvent vous donner matière à réfléchir au lieu de réfléchir de manière négative. On n'emprunte pas 1,5 milliard de dollars pour financer la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est une mesure très bien, c'est une mesure sociale. On finance le social avec des fonds propres, pas avec des emprunts. Parce que ce que vous empruntez, c'est-à-dire que vous devez rembourser. Il faut donc produire, vendre pour dégager de quoi rembourser. Pour le moment, on a accru, on est à peu près 6, 7 ou 8 milliards de dollars d'emprunts déjà. C'est une catastrophe parce qu'on n'était pas venu à réduire déjà tout cela. Je pense simplement qu'aujourd'hui, nous avons
une matière formidable pour négocier, c'est nos minerais. Utilisons les minerais pour négocier les infrastructures, négocier beaucoup d'autres choses, dégager de l'argent qui peut nous permettre alors de financer nos entreprises publiques, de financer tout ça. Nous avons nos minerais pour ça. Or, les minerais les plus recherchés, nous sommes aujourd'hui à l'époque où le cobalt congolais et le coltan congolais peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent et nous faire peser dans le monde. Nous faisons quoi? Et pour le faire, il faut que nous soyons forts. Il faut que nous puissions mobiliser les partis politiques. Combien de partis politiques avez-vous entendu tenir de congrès? Nous n'avons pas de partis politiques, nous avons des mouvements de soutien. Alors si vous avez des mouvements de soutien à Demopao, vous voulez changer les choses comme en RDC. Constitution dynamique forte à l'intérieur du pays, c'est comme ça qu'on va nous craindre pas à l'extérieur, c'est comme ça qu'on va peser dans la vie politique nationale et internationale. Joseph Kabila, un démon ou un ange pour la République démocratique du Congo? Oui. Qu'en dites-vous? Je pense que il y a une époque, Joseph Kabila était au pouvoir. Nous avons décrit la situation, nous avons dénoncé la situation, nous avons dénoncé la gestion. Cela suppose qu'après Kabila, nous faisons mieux. Plus de sécurité, plus d'économie, plus de social, ainsi de suite. Chacun peut faire le bilan. Qu'est-ce qui a changé sur le plan social? Qu'est-ce qui a changé sur le plan sécuritaire? Qu'est-ce qui a changé sur le plan économique? Si ça n'a pas changé, alors nous devons nous interroger pourquoi. Alors peut-être qu'il n'était pas le démon, que le démon peut être ailleurs. Alors identifier le démon qui nous contraint à vivre avec le nez sous l'eau. C'est là que nous devons tourner. S'il vous plaît, oui. M. Corneille Moulumba. Oui. Vous savez, Joseph Kabila a fait combien d'années dans ces pays? 18. 18 ans. Oui. Vous savez qu'il y a certaines situations voulues et occasionnées par l'ancien régime et que du reste aujourd'hui, l'actuel régime a du mal à décanter la situation. Lesquelles, par exemple? À cause, d'abord, la situation de la guerre, dont vous faites allusion. Oui. Outre la situation de la guerre, il y a eu une corruption qui a été érigée en système de gestion dans ces pays. Vous oubliez. Il y a eu également la crise multiforme sous plusieurs dimensions dans ces pays. Toutes ces choses mises ensemble ne pouvaient pas nous pousser comme ça à incomber la responsabilité à l'actuel régime. Parce que l'actuel régime ne fait qu'hériter une situation voulue et occasionnée par l'ancien régime. Loin de moi l'idée d'incomber la responsabilité ou de disculper. Je ne suis pas un défenseur du régime, quel qu'il soit l'ancien ou le nouveau, c'est pas ça la question. Oui. J'ai même un combat politique pour que nous puissions changer les choses dans notre pays. C'est ça le combat. C'est bon, on soutient, c'est mal, on dénonce. Qui que vous soyez. S'il vous plaît, M. Corneille Moulumba, pour vous, Joseph Kabila est un démon ou un ange? Non, vous avez posé une question, je suis en train de répondre, oui. N'est-ce pas? Vous parlez de la situation de l'Est. La situation de l'Est n'est pas créée par Joseph Kabila, elle était bien avant son accession au pouvoir. Ça, c'est un. Deux, il y a la justice dans le pays. Bien avant, oui. Bien avant lui. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, M. Corneille Moulumba. Oui. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu certains députés, même aujourd'hui, certains députés provenant du FCC qui occasionnent, qui entretiennent des milices à l'Est de la République. Cela ne vous dit absolument rien. Non, ça me dit quelque chose. Vous comprenez? Je me dis quelque chose. On a cité tout récemment ici, au cours de la plénière de l'Assemblée nationale, il y a un député cité nommément, Mwanga Tchouchou, qui entretiennent des milices à Massissi. Il y a plusieurs, les exemples sont légion. Allons-y, pourquoi vous niez? Allons-y. On vous demande de citer ou bien d'arrêter et de condamner. C'est ça la question. Si vous identifiez que ce député, il entretient, alors je veux savoir, est-ce que le parquet s'est saisi de ce dossier ou pas? Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Pourquoi est-ce que le Parlement, auquel il appartient, dans lequel il siège jusqu'aujourd'hui, n'a pas levé les immunités? Ça, c'est un. Nous avons l'IGF qui a fait un grand travail. Personne ne peut contester. Vous avez entendu combien de procès, combien d'arrestations, combien de l'argent restitué? Il n'y a rien. Alors, donc, vous voyez le problème. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'argent restitué? Vous êtes sûr? Mais nous devons savoir. C'est quand même notre argent. Est-ce qu'on doit tout dire? Non, mais attendez. Si c'est 20 000 francs, c'est pas grave. Si c'est 150 millions de dollars, c'est bon que le Congrès sache que, comme nous avons eu le procès en direct à la télévision, il faut qu'il y ait le procès. Mais quand même, nous devons éduquer. Quand même, il faut reconnaître que l'IGF a bâti un travail d'éthique. Il devrait faire un bon travail. Oui, un bon travail. Absolument. Mais le problème reste au niveau de la justice. Mais absolument. Qui, du reste, a du mal à condamner ou à instruire un dossier sur un résumé. Pourquoi le parquet ne saisit pas?
Pourquoi le parquet ne saisit pas? J'ai fait un travail, très bien. Mais après, si j'ai fait, il faut que le parquet fasse son travail. N'est-ce pas? Il y a quoi? Mais à qui incombe la faute dans tout ça? Mais c'est le pouvoir en place. Les pouvoirs en place comment? Alors que la justice doit être indépendante. Mais le chef de l'État l'a soutenu d'ailleurs. Le pouvoir a plusieurs branches. Je me souviens aussi que ce même pouvoir, l'indépendance-là, je me souviens aussi que le chef de l'État est intervenu quand il s'était agi de députés qui étaient élus ou qui étaient dont l'élection était contestée, ainsi de suite. Je veux dire que ce qui est important de savoir, lorsque nous alignions des députés pour aller au Parlement, soyons rigoureux pour que là-bas il y ait des personnes. Mais c'est qu'on est Moulumba. Quand vous incombez la faute à l'État, vous voulez que l'État puisse avoir une main mise sur la justice ou comment? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas un problème d'avoir la main mise sur la justice. Oui. Mais il est un fait que notre société, vous de la presse et tout le monde, pour quelle raison est-ce que, par exemple, vous de la presse, vous ne relevez pas cet élément important que, mais bon sang, il y a autant de dossiers qui ont été dénoncés par l'IGF. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont arrêtés aujourd'hui et libérés dès demain alors qu'il n'y a manifestement rien eu? On veut. Vous avez vu comment le climat qui était dans le pays quand il y avait le procès Caméré? Les gens suivaient en direct, les gens qui étaient arrivés, restaient dans la télévision pour suivre le procès Caméré. Ils avaient besoin de ça. Ça montre à quoi est-ce que la population s'attend. Parce que si on remet de l'ordre là, dans la justice, on peut aller loin. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Parlement pour la désignation du juge? Oui. Vous avez vu comment le bouillabaisse il y a eu là-bas? Quel bouillabaisse? Mais vous avez suivi ce qui s'est passé. Suivi, mais oui. Peut-être que vous pouvez avoir un avis contraire, peut-être. Un avis contraire, quoi? Oui, par rapport à ça. Mais on a tous suivi comment est-ce qu'il y a eu des manipulations pour faire passer, Bon. Mais ça de côté. Relate-nous ces manipulations. Non. Vous parlez des manipulations. Je ne suis pas de la justice. Vous avez suivi. Mais c'est déjà l'ouverture d'une boîte à Pandore. Quand vous parlez quelque chose, il faut bien spécifier. Je pense que vous pouvez poser la question pour M. Sessanga et autres qui étaient là, qui peuvent vous rencontrer, qui ont vu comment les choses sont passées. Vous avez suivi exactement ceci. Et la parole de Sessanga, c'est une parole d'évangile. Pas du tout. Oui. Vous avez suivi. Ils ont présenté. Ils ont fait une proposition de loi, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui doit se passer normalement au Parlement, à l'Assemblée nationale, on a débattu, on a considéré la proposition de loi comme recevable. Quand on reçoit la proposition de loi, on la transfère à la commission qui va travailler et puis pour revenir. Et ici, il y a eu débat, on a adopté la proposition de loi par l'Assemblée et puis après, on a retourné encore, on a recommencé avec le débat général, ce qui généralement ne se fait pas. On ramène le débat et là on retranche, après on travaille en dehors du Parlement. C'est une chose, on ramène le débat au Parlement alors que le projet de proposition de loi était déjà adopté par l'Assemblée nationale. Donc c'est le travail de la Commission qui devait travailler. Bref, je veux dire que c'est pas comme ça que ça se fait. Alors la question est pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Nous avons un problème avec la justice, nous avons un problème avec l'économie, nous avons un problème social, nous avons beaucoup de sécurité, nous avons beaucoup de problèmes. Alors, ces problèmes on peut y mettre fin qu'en mettant sur pied des institutions fortes, en étant rigoureux dans la désignation de ceux qui doivent nous diriger, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de complaisance. Les gens parlent aujourd'hui, voilà, nous avons une femme à la Banque centrale, très bien, bravo. Mais le problème n'est pas qu'il y ait une femme ou un homme à la Banque centrale. La question est qui est à la Banque centrale, quel est son profil, et la Banque centrale est un instrument essentiel de notre économie. Donc il se pose un problème d'homme. Pas d'homme au sens, un homme ou une femme, non. Oui. Il y a un problème la personne qui est là est une employée du Fonds monétaire international. Il est employé du Fonds monétaire international. Oui. Notre perception du pays, la prise de décision qui s'impose, notamment sur le plan monétaire, implique que nous soyons maîtres de la situation. Alors, si on met quelqu'un de la banque, de fonds monétaire à la Banque centrale, quelque part, nous mettons en difficulté. Parce que notre politique, la personne devra choisir entre la RDC, les intérêts de la RDC et ceux de ceux qui sont derrière la banque. Mais c'est qu'on a eu, pour terminer, un nouveau mariage avec la Belgique et la République démocratique du Congo. Est-il possible? Oui, c'est un problème simplement que nous devons savoir où sont nos intérêts, où sont ceux de la Belgique,
Oui, nous avons intérêt, la RDC, d'avoir une ouverture sur l'Europe, n'est-ce pas? Et la Belgique peut être pour nous une porte d'entrée vers l'Europe. La Belgique a beaucoup de chômage, elle nous met par terre, et notre pays peut être constitué comme un bois de sauvetage pour la Belgique. Nous avons beaucoup d'emplois créés, nous avons des avantages mutuels que nous pouvons compenser. Donc, mais on négocie les intérêts. Ce n'est pas quand on voit Louis Michel débarquer ici, décréter ce qu'il veut, ou bien Didier Reynders finir décréter ce qu'il veut. Non. La Belgique, la RDC n'est pas au service de la Belgique. Si la Belgique veut continuer à être, comment dirais-je, l'administrateur délégué des puissances des pays occidentaux, c'est son problème. Mais si elle pense aussi à ses intérêts belges, je pense que son avenir est avec la RDC. Mais soyons-en reconnaissants aussi avec la Belgique, parce qu'il a réussi de Dieu ou de la conférence de Berlin la sublime mission de dominer pour mieux régner et pour de nous coloniser en même temps. Et cette réalité des choses ne vous inspire pas quelque chose? Nous sommes en 2022. Oui. C'est d'ailleurs votre conclusion. Oui, nous sommes en 2022. Tout le monde parle de la mondialisation, de l'ouverture, tout ce que vous voulez. Il est de l'intérêt de la RDC de rechercher partout dans le monde des partenariats qui puissent permettre au pays de redresser le front et aux Congolais de vivre mieux. C'est ce qui est important. Alors, s'il y a des pays qui peuvent le faire, tant mieux. Si la Belgique peut le faire, tant mieux. Si elle ne peut pas, d'accord. Mais le Congo ne peut plus être le pays... nous ne pouvons pas continuer éternellement à appeler de nocos, de personnes qui, eux, s'enrichissent et constituent leur pays pendant que nous ne faisons que nous enfoncer. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Synopsis, cette émission de la rédaction des Canal Congo Télévision qui a reçu pour vous M. Corneille Moulumba. Il est parmi les cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a rédigé un livre très capital pour la vie de la République démocratique du Congo. Ce livre s'intitule « Piliers dynamiques pour un grand Congo ». Avec lui, nous avions décortiqué d'une manière spécifique ces livres qu'il a rédigés, et je vous recommande donc d'acheter ces livres très importants. Vous les vendez à combien, M. Corneille? Nous les vendons officiellement à $40. Oui. Mais nous avons besoin, parce qu'il s'agit d'une arme de combat. Ceux qui peuvent donner davantage qu'ils le fassent, parce que le combat continue, on ne s'arrête pas au livre, on doit continuer, il faut animer des émissions pour comment dirais-je, vulgariser le livre, il faut faire des conférences, il faut tout ça. Il faut que les Congolais comprennent. Le simple fait d'écrire ne suffit pas. Tout le monde n'a pas l'argent pour acheter le livre, tout le monde ne peut pas acheter le livre dans l'autre pays. Mais une émission comme celle-ci, il est clair qu'elle est captée sur l'ensemble du pays, que d'autres vont suivre les questions, au travers des questions que vous avez posées, et au travers des réponses que nous avons données, pour déjà se faire une idée sur la longueur du chemin et de savoir si on avance ou on n'avance pas. Pouvez-vous nous donner les points de vente, différents points de vente de ces livres? Oui, on vend le livre au Palais du Peuple, à la librairie du Palais du Peuple. On le vend ici à l'hôtel Memling, et on le vend aussi à la librairie des Grands Lacs sur le boulevard du 30 juin. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve les vendredis prochains avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.